La culture dans tous ses états, André Berkoff. France, c'est l'heure de la révolution. Président Macron, truand troufion, tu taxes trop d'impôts, c'est la révolution. Enfant de la patrie, le jour de gloire c'est aujourd'hui. Fini la tyrannie, victoire à Paris. Président Macron, trafiquant escroc. Eh oui, monsieur Macron, c'est la révolution, monsieur Sébi, la chanson des Gilets jaunes, une des chansons des Gilets jaunes. Et je dois dire que nous sommes vendredi, jour pour jour, il y a exactement 5 ans, le 17 novembre 2018, eh bien, c'était la première manifestation de ce mouvement qu'on a appelé les Gilets jaunes et qui n'est pas mort du tout, puisque tout le monde non seulement s'en souvient, mais quelque part en nous, vous savez, il y a quelque chose en nous de Tennessee, mais pour tous ceux qui ont vécu cela, il y a quelque chose en nous des Gilets jaunes et nous sommes, je crois, très nombreux à l'avoir, en tout cas, quel que soit ce qu'on avait fait à l'époque. Et puis, il faut le dire, hein, le ras-le-bol, le rejet, la colère, ils sont toujours là. Comment ils vont s'exprimer, on ne sait pas. On n'est pas là pour lire dans le marc de café, mais la colère est toujours là, le rejet est toujours là et le ras-le-bol est toujours là. Eh bien, on va recevoir justement pour en parler 5 ans après, 3 figures de la première heure, Jérôme Rodriguez, Fawzi Lelouch et Maxime Nicole. On en parle tout de suite, on prend 1 heure pour raconter ce qui s'est passé et surtout pour dire ce qu'on doit en tirer pour le futur. La culture dans tous ses états, André Berkoff. Faut arrêter d'essayer de prendre notre argent sur les taxes et puis l'essence. Y'en a trop marre, Brigitte, sérieux, fais quelque chose. Après nous, la fin du monde, nous voilà. Le blues des Gilets jaunes de Bernard Aiello. Alors il y a un livre qui est paru, très intéressant, que je recommande, Le côté obscur de la force, un livre paru chez Flammarion. Et le journaliste Vincent Nouzy, qui a écrit le livre, il a proposé une enquête très fouillée sur ce qu'il appelle les dérives du ministère de l'Intérieur et de sa police. On va parler de tout, mais on va commencer avec ça. Il dit ceci, il écrit ceci: avec les Gilets jaunes, on est entré dans l'ère de la surveillance politique de masse. Il y a eu une flambée des écoutes téléphoniques. On sait que cette flambée, elle ne s'est pas arrêtée depuis. Il estime, Vincent Nouzy, dans son livre, qu'environ 2000 personnes ont fait l'objet d'écoutes ou de géolocalisation lors de ce mouvement. Jérôme Rodriguez, et je poserai la même question à Fawzi Lelouch, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été surveillé ? J'ai eu la chance de lire ce livre. Oui. Et c'est vrai que quand on est rentré dans cette lutte, on nous a donné diverses informations quant au niveau de surveillance qu'on pouvait subir. Moi, je suis un peu comme saint Thomas, je crois en ce que je vois. Et maintenant, avec du recul et a posteriori, et avec tous les éléments d'information qui peuvent sortir, ça se concrétise un peu plus dans ma tête sur tout ce système de surveillance, géolocalisation, balisage, mise sur écoute, caméra, présence policière, suivi. C'est quand même assez impressionnant et ça pose beaucoup de questions dans ce pays qu'est la France. Moi, ce genre de choses, je ne le connais qu'au cinéma, dans des films populaires ennemis d'État, où on va s'attaquer à quelqu'un parce que potentiellement il risque de... Ou des films policiers, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis fiché S. J'engage la Sûreté nationale. Vous êtes fiché S. Je suis fiché S. Pourquoi ? Pour mettre en place mon droit à l'expression, à la manifestation. Moi, je vais pas égorger des gens dans la rue, j'appelle à la paix, j'appelle au mieux-être, j'appelle à la justice sociale et fiscale. Et pour cela, j'ai mérité d'avoir une fiche S sur les épaules. Très intéressant. Et si on reprend pour compléter un petit peu ce que dit Monsieur Bouzik dans son livre, c'est que tu as eu 2000 personnes de plus mises sur surveillance par rapport à une base de 1000, donc on est à 3000, et sur ces 2000 personnes, ce sont uniquement que des gilets jaunes. Pendant ce temps-là, je suis désolé, mais t'as des mecs qui se baladent dans la rue qui vont égorger des profs, qui eux ne sont pas surveillés. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de surveiller Rodriguez. Génial. Je vais chercher mon pain le matin, je rentre chez moi, tu sais, je fais rien d'exceptionnel.
C'est très compliqué à... Intéressant, les deux poids, deux mesures. Fawzi Lelouch aussi, vous avez eu le sentiment, à l'époque déjà, d'avoir été surveillé? Mais il se cachait même pas. Hein. Et moi, j'ai 2 associations où il m'appelait directement, les RT, pour avoir des renseignements sur la mobilisation, sur les mobilisations là où on allait aller, les revendications qu'on avait, ce qu'on allait faire, où on allait le faire, pourquoi on le faisait, s'il y avait du monde, il allait y avoir du monde dans les mobilisations. Il se cachait même pas. Et dès qu'on allait quelque part sur un secteur prédéterminé, on avait toujours une voiture qui nous suivait, on avait toujours des gens qui nous surveillaient de loin, ils se passaient le relais, au même point où une fois on a voulu faire un interview avec Paris Match, je me souviens, sur les Champs-Élysées justement, pour parler d'un hommage sur, je sais plus, les 2 ans ou les 3 ans. Oui, un article. Ouais. Et puis on leur a dit, attention, si vous faites vos images sur les champs, on va pas durer 5 minutes. Non, mais quand même, vous exagérez. Ça a mis 3 minutes. Ils sont arrivés de partout. Il y avait du monde. Hein. Il y avait Boulot, il y avait toi, il y avait moi. On leur a apporté le café. Et du coup, on a fini par être extrait des Champs-Élysées. On nous a fait partir. On s'est installé. On a dit, on va prendre un petit café. On a repéré la voiture qui était devant nous et qui était en train de nous surveiller. Et nous, bonne blague un peu par compassion, parce qu'en même temps, c'est des otages de l'État, hein, ces policiers, ils se servent d'eux comme il faut. Et ben, on leur a ramené le café juste pour leur dire, on vous a vu, on est là, et on a un peu de compassion pour vous, parce que nous, on va bien, on est à l'intérieur du restaurant pendant que vous buvez. Combien de policiers m'ont dit, on a que ça à foutre de vous emmerder, monsieur Rodriguez, ou tant d'autres, quoi. Faut quand même faire la différence entre ces 2 polices sur lesquelles on est confronté. Il y a la police du maintien de l'ordre qui aujourd'hui a un sérieux problème, et nous avons un sérieux problème avec cette police, mais la police du quotidien, vous savez, oui, et la police du quotidien n'a rien à voir. On en faisait tout à l'heure sur une précédente émission, le nombre de policiers qui sont venus nous parler. Exactement. Et remonter des faits, et vous disiez du mal de vivre. Grosso modo, vous disiez quoi? Déjà, ils se cachent. Ils ont très peur. C'est ça la première impression. Je vais te donner un exemple. Un policier un jour qui vient vers moi et qui s'excuse. Je le regarde, je dis, t'excuses de quoi? Ils ont peur d'être vus et d'être pris. Parce que c'est ça. Parce qu'au final, t'as une espèce de corporation. Je lui dis, mais toi, tu n'as pas été excusé, tu ne m'as pas crevé un œil. Par contre, essaye de dénoncer tes collègues qui salissent l'uniforme. Et tu sens que ce policier a le respect de son métier, de sa fonction. Il a un espèce de, il est rentré dans ce pays, dans ce métier pour nous protéger. Tu vois. Et là, le mec est complètement emmerdé parce que tu sens qu'il y en a d'autres qui salissent sa fonction. Donc c'est très gentil. Et ça, j'en ai beaucoup plus que de policiers potentiellement qui sont venus m'insulter, quoi. Et aussi, pour être honnête, il y en a beaucoup qui nous ont confié avoir les mêmes aspirations, les mêmes pensées que nous, qu'ils ont une famille et tout ça, mais qui peuvent pas du tout se prononcer, ils peuvent pas échanger par peur de perdre le peu qu'ils ont ou de perdre leur rentrée d'argent. Beaucoup nous ont dit, on est même gilets jaunes, on est avec vous, on comprend. Et j'ai même appris, moi, par rapport à la surveillance, qu'il y avait un dossier carrément sur moi au ministère de l'Intérieur. Donc, ils faisaient des enquêtes sur chaque personne qui avait une influence sur le mouvement, qui agissait. Et donc, des enquêtes qui peuvent pousser loin, parce qu'évidemment, après, on voit les répercussions et puis les conséquences, évidemment. Tu sais, le fait le plus étrange, c'est que je suis géolocalisé. Le jour où je me fais crever un œil, t'as quand même les flics qui s'arrêtent net devant moi. Ah ouais. On est dans une place qui est complètement pacifiée. Tu as ce qu'on appelle un beau offensif de policiers. Les policiers passent et s'arrêtent net devant moi. Et je vais être honnête avec toi, on a demandé un complément d'enquête au juge d'instruction pour essayer de savoir si ce jour-là j'étais géolocalisé, parce que ça peut porter à question. Comment ça se fait qu'ils s'arrêtent net devant moi et que derrière je finis avec un œil crevé? Je n'accuse rien. C'était la 3e semaine, je crois, de manifestation. On en était au 11e samedi. À 11e samedi. Oui, c'est l'acte 11. C'est l'acte 11. C'est à Bastille. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, et je voudrais juste dire, ce que ça a été, et ça a beaucoup frappé les gens, c'est que chaque semaine, vous remettiez le couvercle. Oui. Pendant quoi? Ça a duré, 6 mois? Ça a duré jusqu'au mars 2019 pour le plus gros, et ça a commencé à péricliter après l'été 2019. Donc, de novembre 2018 à mars 2019, enfin, on parle... Je dirais pendant presque un an. C'est ça, presque en continu. C'était en continu. Ouais. C'est ça. Donc, mais qui remettait la pièce dans le jukebox? C'est Macron, hein? Ah oui. C'est Macron avec sa façon de nous parler, sa façon de nous dénigrer, sa façon de nous insulter, sa façon de nous mépriser, sa façon à la fois de la répression qu'il a pu avoir. Mais c'est ça, au final, les mensonges, les propos qu'ils ont tenus sur ce qu'on pensait, ce qu'on était. Voilà, pour persuader l'opinion publique qu'il fallait pas nous suivre. Il faut dire aux gens que
si on existe, alors dépend, parce qu'il y en a certains qui ne nous aiment pas, le seul créateur de notre existence, c'est Macron, hein. Oui, vous voulez dire, il faut rappeler quand même, parce qu'il faut rappeler comment c'est né, cette taxe, la fameuse taxe sur la fameuse taxe carbone. Pour la fameuse taxe carbone, c'est ça. Ça a été ça le mouvement. C'est l'élément déclencheur, c'est cette fameuse goutte d'eau où tout le monde l'interprète sur le prix de l'essence. Non, c'est une taxe de plus sur déjà un essence qui coûte énormément cher, qui coûte pour pouvoir aller travailler, et c'est là-dessus que les gens ont commencé à s'énerver, à se rencontrer, à tisser des liens sociaux, et que quand ils se sont aperçus de fil en aiguille dans les discussions que ça va au-delà de l'ensemble des problèmes sur lesquels ils peuvent être rencontrés, quelle que soit l'étiquette politique, sexuelle, religieuse, tout ce que tu veux, quoi qu'il advienne, que quand le frigo est vide, on a le même nœud au ventre au final. Et c'est là-dessus que les gens ont su se rejoindre et que ce mouvement a su éclater. Alors peut-être avec un trop plein de revendications, je dirais qu'il n'y en a jamais trop plein, elles sont toutes intéressantes à étudier, mais en tout cas, ça a permis à cette France dite silencieuse qui ne l'était pas, simplement sous pression de l'ensemble des responsabilités qui incombent à une famille, à un citoyen français ou un citoyen vivant en France. Et quand ce couvercle a explosé, il y a eu une libération de la parole, une libération de l'existence, qui a permis aux gens de dire on est là, quoi. Et c'est la chanson d'ailleurs. Et on se rappelle très très bien, enfin tout le monde, c'est que justement ce qui caractérisait qu'il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas d'encadrement, c'était pas un parti politique, c'était pas un syndicat, c'était des gens qui arrivaient spontanément. Est-ce que innovant aussi, parce que on allait dans les endroits où on nous attendait pas, on voulait les ronds-points, c'est pas des manifestations syndicalistes, on était dans les quartiers UP, on était là où ils voulaient pas nous voir, les ministères, les ronds-points, les péages, les autoroutes, on a fait les aéroports, les parkings d'hôpitaux qui sont payants aujourd'hui pour aller voir sa famille qui est malade. C'est intéressant, c'était l'imagination au pouvoir. Alors, je crois que nous avons Maxime Nicole au téléphone. Bonjour Maxime Nicole. Oui, bonsoir tout le monde. Bien. Oui, bonsoir et heureux de vous avoir, Maxime Nicole. Maxime, vous aussi, alors, on voudrait savoir, on a écouté Jérôme et Fawzi Lelouch et Jérôme Rodriguez. Vous, comment vous avez été un des fondateurs, un des premiers comment ça s'est passé pour vous? D'abord, bonsoir à tout le monde. Salut Fawzi, salut Jérôme. Bonsoir. Comment ça s'est passé? C'est un peu comme ça s'est passé pour tout le monde. C'était complètement, on va dire, inopiné. On pensait pas que ça allait prendre cette envergure-là. Moi, j'ai diffusé l'appel du 17 novembre au mois d'octobre, donc un mois avant le début le premier week-end, le fameux week-end du 17 novembre. Et donc ça a pris tout de suite parce que les colères sont pas nées d'hier. Les colères sont on va dire systémiques. Vous voyez au niveau du vote des gens, de la politique du pays, il y a une majorité de gens qui s'abstiennent de voter, qui votent blanc parce qu'ils n'ont plus confiance aux politiques, et plus on voit le temps qui passe, et plus on peut comprendre pourquoi. Et comme disait tout de suite Fawzi, évidemment que Macron à chaque fois remettait une pièce dans la machine, puisque tous les week-ends, quand on sortait dans la rue, c'était pas par gaieté de cœur, c'était pas par plaisir. Je pense que tous ceux qui ont été dans les gaz lacrymogènes, qui ont reçu des coups de matraque, des amendes, qui ont été en garde à vue, qui ont perdu un œil comme Jérôme, et plus de 30 personnes qui se sont fait arracher une main, etc. C'était pas un plaisir d'aller manifester tout le week-end. On aurait eu beaucoup mieux à faire, comme voir nos familles, comme voir nos amis, comme essayer de construire un avenir. Mais pour construire cet avenir-là, il faut essayer de le construire dans de bonnes conditions, et le système politique français, mais pas seulement français, c'est dans beaucoup de pays du monde, met en avant l'intérêt économique et pas l'intérêt collectif. Et l'intérêt humain, l'intérêt existentiel, l'intérêt collectif, tout ça. Quand je dis intérêt collectif, c'est tout ça que ça comprend, c'est-à-dire où est-ce qu'on est placé dans la chaîne alimentaire aujourd'hui en tant que citoyen. À quelle sauce on se fait manger. On devrait pouvoir se lever le matin en se disant que on va pouvoir élever nos enfants dans de bonnes conditions, on est en sécurité, on diffuse dans le monde des façons d'être et une société qui a des valeurs et des principes beaux. C'est ce qui devrait être le cas. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on montre au monde? On montre qu'on est capable de commander des blindés, des munitions de guerre, des gaz lacrymogènes, qu'on est capable de violenter des gens qui ont une opinion différente du pouvoir qui est en place. Alors que on est en droit quand même de remettre en question la légitimité de ce pouvoir qui a été élu avec une minorité,
qui aujourd'hui siège au sein de l'Assemblée nationale en minorité et qui fait passer toutes ces lois, tous ces processus législatifs à coup de 49.3, en rigolant et en vapotant dans l'Assemblée nationale qui est interdit d'ailleurs. Oui, pauvre Elisabeth Borne. Non, mais on va pas la défendre. Mais Maxime Nicole, juste pourquoi Elisabeth Borne, elle a que ce nom parce que c'est pas elle qui est borne au final, c'est plus de 30 citoyens français qui sont bornes aujourd'hui, et à cause de cette politique d'ailleurs. 48. Dis-moi, pourquoi juste votre groupe Facebook à l'époque, qui a réuni, je veux dire, près de 200 000 personnes en décembre 2018, pourquoi il s'appelait Fly Rider Info Blocage? Eh ben, tout simplement parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pensais pas du tout déjà que ça allait avoir cette. Parce que vous êtes dans le parapente, vous êtes non? Moi, je travaille dans le milieu de l'aéronautique. J'ai une licence de mécanicien système d'aéronef. C'est une licence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne. Ouais. Et je suis aussi pilote. Je suis breveté pilote parapente. Je suis en passe de terminer ma licence biplace. D'accord. Une dernière étape. Et j'ai comme projet professionnel de monter une structure dans l'aéronautique. Oui. Donc, mais c'est un projet qui date de plusieurs années déjà. Ouais. Bien avant les Gilets jaunes. Je suis passionné d'aéronautique depuis 18 ans maintenant. Ah ouais. Ouais. Donc, voilà. Et quand j'ai monté ce groupe, Fly Rider, parce que tous mes amis m'appellent Fly depuis des années, vu que c'est ma passion, et Rider parce que je suis motard depuis 16 ans. Et comme j'étais dans mon salon et que j'ai fait un live en disant qu'il fallait sortir le 17 novembre, je savais pas comment appeler ce groupe. Et donc je me suis dit, bon, Fly Rider, info blocage, mais je pensais pas au pire, je me suis dit que j'allais être suivi par 10, 15, 20 personnes, mes amis, quoi. Ouais. Et puis ça a été monté à 200 000. Voilà. Et justement, alors, moi je pose la question aux trois, aussi bien à vous Maxime qu'à Jérôme, et honnêtement, quand ça a commencé, même pour la première, vous pensiez que ça allait prendre cette ampleur? Honnêtement, pas du tout, Maxime. puisque on a toujours, je pense, Fawzi y compris, Jérôme y compris, puis beaucoup de militants que j'ai pu croiser, qui sont militants depuis bien plus longtemps que le mouvement des Gilets jaunes d'ailleurs. On s'est tous dit depuis des années qu'il fallait que ça change et qu'il fallait que les gens se mobilisent. On a espéré que ça arrive pendant des années. Il y a des syndicalistes qui ont essayé de faire des mobilisations. Il y a des militants divers et variés, comme pour le référendum d'initiative citoyenne, qui ont essayé de faire des conférences, etc. Ça n'a jamais vraiment pris. La réponse à la question pourquoi ça n'a pas pris, je pense qu'on ne l'a pas. Et la réponse à la question pourquoi ça a pris, je pense qu'on ne l'aura jamais non plus. On a quelques éléments de réponse dans le sens où il y a des colères qui sont là présentes dans la société depuis tellement d'années que là c'était la petite étincelle qui a mis le feu aux poudres. Alors Maxime, je vais demander à Jérôme et je vais demander aussi à Fawzi, à votre avis maintenant avec le recul, pourquoi ça a pris à ce moment-là? Est-ce que vous êtes comme Maxime, vous dites, on ne sait pas, voilà, ça a pris parce que c'était, voilà. Parce que je pense que fondamentalement, les gens, quand ils sortent de leur travail, qui s'installent au fond de leur canapé, n'ont pas cette satisfaction d'être contents, d'être heureux du travail accompli, de leur destinée, de leur vie de famille, et qui sont devant leur télé à entendre que des gens s'occupent d'eux, que à défaut que ce serait nous qui devons s'occuper d'eux pour pouvoir s'occuper de nous. Et moi, en tout cas, moi, à mon niveau, c'était quelque chose que j'attendais sans savoir comment ça allait se passer. Ça aurait pu vous être attendiez ça? Oui, parce que tu sens qu'il y a un mal-être. Moi, je m'inscrivais pas, malgré ce parcours familial politique que j'ai pu avoir, ma vie, mon expérience de vie, je ne m'identifie dans aucune association. Je me dis, tu sais, moi, je suis le genre de mec, dans mon canapé, je me dis, mais pourquoi il y a autant d'associations de lutte contre la faim? Tu vois, Action contre la faim, Resto du Cœur. Pourquoi il y en a autant? Déjà, pourquoi il y a des gens qui meurent de faim? Tu vois? Donc, à un moment donné, tu peux pas t'inscrire. Y compris en France. Ouais, tu peux pas. Je m'inscrivais pas dans une association, je m'inscrivais encore moins dans un parti politique. Moi, tu sais ce qu'ils m'ont appris, les Gilets jaunes? D'accord? De ne pas rester dans mon carcan politique, à ne pas vouloir entendre les autres. Potentiellement, c'est pas parce qu'on est des ennemis, ou à la rigueur des adversaires. C'est même pas ça. C'est pas parce qu'on est en désaccord que cela fait de nous des ennemis. Et je reste convaincu aujourd'hui, ne serait-ce que je l'ai vécu avec les Gilets jaunes, des fois, de nos désaccords ressortent les meilleurs accords. Tu comprends? Et moi, les Gilets jaunes m'ont appris, moi j'ai évolué dans ce milieu communiste. D'accord? Très communiste, tu vois, on est enfermé et les idées des autres, c'est de la merde. Tu comprends? Les Gilets jaunes m'ont appris à écouter les autres et dire... sectarisme. Tu vois, moi, je vais te donner un exemple très concret. Je suis pas Zemmour pour un sou. D'accord? Sauf que moi, ça fait des années dans ma tête, je me dis, ce serait bien le retour de l'uniforme à l'école.
Je suis pas là pour débattre sur le retour de l'uniforme ou pas. Chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, mon idée, c'est celle-ci. Pita Zemmour, il arrive à la présidence, il dit, enfin à la vocation, à la candidature, il dit, je veux l'uniforme à l'école. Bah si je réagis en bon communiste que j'étais, non, moi je suis contre Zemmour, donc je veux pas l'uniforme. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, c'est Zemmour qui le dit, donc ça va pas. Les Gilets jaunes ont dit qu'ils étaient partisans ou je ne sais trop quoi. Les Gilets jaunes, je vais te dire de quoi ils étaient partisans. Ils étaient partisans de la bonne idée qui permettrait de nous sortir le cul de la merde. Que ce soit ma grand-mère trotskiste ou mon cousin LR. Exactement. Tu vois, si ça t'apporte quelque chose de bénéfique, rien ne coûte d'en discuter. Tu vois ce que je veux dire? Il y a du bon, il y a du mauvais. Dans un programme politique, il y a sûrement de bonnes lignes. Mélangées les unes aux autres, on pourrait retirer quelque chose de meilleur. C'est sûrement utopique, mais c'est pas la destinée d'un programme ou d'un homme ou d'une femme d'ailleurs qui va en tout cas nous donner satisfaction, c'est sûr. C'est pragmatique, absolument. Fawzi Lelouch. Oui. Je rejoins ce qu'ils ont dit tous les deux. C'est que c'était attendu. C'était attendu et puis il y avait un sans ras-le-bol. savoir quand ça allait arriver. Mais ça fait longtemps que tout le monde attendait que ça arrive parce que tout le monde dans sa maison, dans son travail, dans sa vie quotidienne râle des conditions et les supporte et supporte depuis des années à se priver, à faire des choix, à se poser les bonnes questions parce que si tu fais le mauvais choix, c'est fatal. Donc du coup la vie étant chère, les taxes toujours et avoir des gens, des dirigeants en haut qui prennent pas en considération nos attentes, nos besoins, qui font des mesures, des lois qui sont inadaptées. Voilà. Et on s'aperçoit de quoi? On est conscient et on vit les injustices au quotidien. Donc à un moment donné, c'est salvateur que de sortir dans la rue et de s'exprimer par nous-mêmes parce qu'on n'attend plus rien des autres. Et moi, j'ai été dirigeant associatif dans mon quartier où j'ai changé tout un quartier, où les politiques, la police et tout ça n'arrivaient plus à apporter de solutions et n'apportaient aucune solution. L'initiative de chacun des gens réunis, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on le fasse par nous-mêmes. Et on a donné de l'espoir à tellement de gens et beaucoup de personnes âgées étaient dans l'attente, n'avaient plus cet espoir d'avant-guerre où il y avait ces valeurs de vivre ensemble, ces valeurs de politesse, ces valeurs de partage, de solidarité, d'échange, que aujourd'hui, l'individualisme, le matériel a remplacé et l'apparence. On va continuer à en parler avec Maxime Nicole, avec Jérôme Rodriguez, avec Fawzi Lelouch. Les Gilets jaunes, pourquoi faire? On commence à le savoir et on le savait pourquoi faire. On en parle tout de suite. La culture dans tous ses états. André Berkoff. Non, sans déconner. J'ai travaillé plus pour gagner plus. Et l'impôt sur le revenu, je l'ai payé. Et ça m'a plumé. Alors, j'ai travaillé moins pour gagner moins. Et l'impôt sur le revenu, je ne le paye plus. Et ça me fait du bien. C'est le blues des Gilets jaunes de Bernard Aiello, c'est ça, oui, c'est le blues des Gilets jaunes, très très beau. Écoutez-le, vous le trouvez sur YouTube et partout. Alors justement, on était en train de parler de pourquoi, comment ça s'est passé, etc. Et au fond, aujourd'hui, on est en 2023, 5 ans après, et on a envie de vous dire, est-ce que dans ce parcours, on va continuer à parler, est-ce que quelque chose aurait pu être autrement? Est-ce que vous regrettez quelque chose aujourd'hui que on aurait pu faire, que vous auriez pu faire, qu'on aurait pu faire et qui n'a pas été fait? Fawzi Lelouch. Ah oui. Le regret, c'est d'avoir demandé la permission et d'espérer qu'il change quelque chose, ce gouvernement et Macron. Et on aurait dû les dégager, prendre leur place et puis redonner tout ce pouvoir au peuple qui mérite et qui est assez intelligent pour gérer, parce qu'en fin de compte, la France, elle est gérée par nous. Elle est gérée par les gens qui travaillent au quotidien, qui ont la responsabilité, qui sont impliqués, et pas par des carriéristes, des gens qui ne répondent même plus à nos attentes. Mais c'est pas facile de dégager. Ils ont été élus légitimement. Ah, mais on n'est pas parti. On est parti la fleur au fusil. On est parti en pensant que ça allait réussir, en demandant. On est parti gentil.
Avec l'expérience qu'on a, la gentillesse, elle est borgne, elle mutile, elle emprisonne, elle condamne. Et les gens qui sont dans la galère, ils le sont encore plus 5 ans après. Je suis désolé, mais nos conditions de vie, elles se sont empirées. Les services sont empirés. Je crois que tout le monde s'est mobilisé au début et tout le monde était enthousiaste parce que tout le monde comprenait qu'il était concerné par le prix de l'essence et par les taxes. Les taxes. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent à part continuer à nous pomper et à nous prendre et à nous solliciter? C'est toujours nous qui réglons nos problèmes. C'est pas eux qui règlent nos problèmes. Eux, ils nous mettent des conditions pour que ça soit encore toujours plus difficile et toujours plus cher pour vivre mieux, alors que nous, il nous en reste pas assez pour vivre tout simplement. Oui, la légitimité. Jérôme, j'adore ce mot, légitimité. Donc, oui, parce qu'il a la légitimité d'un vote, il fait de la merde, parce qu'il a été élu, on le laisse faire de la merde. Oui, non, mais comment vous faites? Légitimité du peuple dans la Constitution. À un moment donné, c'est des gens qui vont venir chercher ta voix, qui ont besoin de ta voix, mais qu'une fois que tu auras donné ta voix, tu as juste le droit de fermer ta gueule. Mais on est en 2023. On a accès à des systèmes d'information, des systèmes d'échange, et on nous demande de fermer notre gueule. C'est ça la légitimité d'une élection, de pouvoir avoir le droit de faire fermer la gueule à un peuple. Vous pouvez l'ouvrir. D'accord ? Et quel est le prix aujourd'hui quand on l'ouvre ? Ça nous ferme un œil. C'est ça. C'est le rendu de la monnaie. Si moi on m'avait dit à l'école en cours d'éducation civique, le jour où t'es en France, t'ouvres ta gueule, tu perds un œil, je me laisserais fermer. Comme mon père me disait, si tu fais une connerie, tu prends une baffe. Je faisais pas de conneries. Sauf qu'on m'a dit, t'as le droit de le faire. Et voilà le tarif aujourd'hui. Pour moi, et comme pour 50 copains, parce que tout à l'heure j'entendais 30, non, on en est à 48, 43 hommes et 5 femmes, de 20 à 60 ans. On en est là. Quel est ce pays aujourd'hui qui se permet de donner des leçons légitimes de démocratie à d'autres entités nationales qui font exactement les mêmes saloperies que nous on a subies? D'accord ? On a été mis en prison parce que nous sommes. Nous avons été arrêtés arbitrairement parce que nous sommes. Mais pas parce que vous faisiez, mais parce que vous étiez. Exactement. On était avant tout un danger. Depuis quand on va en prison parce qu'on applique notre droit? Tu vois ? Maxime Nicole, et vous, il y a quelque chose que vous regrettez ou qu'on aurait dû faire autrement, que vous auriez dû faire autrement? Déjà, là, pour réagir sur ça, là, juste avant la pub, il y a eu quelque chose de dit, c'est-à-dire que vous parliez de pourquoi les gens étaient sortis dans la rue. En fait, les gens là se demandent quand est-ce qu'on ressort dans la rue. Il y a de plus en plus de gens que je croise qui se demandent quand est-ce que ça va vraiment péter, parce qu'il faut leur dire stop. Ça, c'est une chose dont je voulais vous parler. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est vous parliez de légitimité. Quand est-ce qu'on est légitime? À partir du moment où on refuse de prendre en considération le vote blanc. Quand on dit je ne serai pas le président du vote blanc, comment on peut se dire légitime dans une démocratie quand on dit aux gens en démocratie c'est la majorité qui décide et la majorité n'est pas d'accord, donc la majorité on ne va pas la comptabiliser. On va prendre la minorité qui est d'accord avec nous. Ça c'est une deuxième chose sur la légitimité. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que à toutes les personnes qui écoutent cette émission, les règles du jeu c'est notre constitution. Et dans notre constitution, il est écrit noir sur blanc à l'article 27 que tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que le seul contrat de travail en France qui n'a aucune obligation, qui ne donne aucune obligation de faire ce pourquoi on a été élu, c'est le contrat politique. On parle de révocation. Alors c'est pas le mandat révocatoire là. Je parle de mandat impératif. C'est-à-dire qu'un politicien n'a pas d'obligation. Vous voulez dire qu'il n'est pas tenu, vous voulez dire, pour être précis pour nous et pour les éditeurs, il n'est pas tenu de remplir ses engagements. Il n'y a aucun résultat. Généralement, vous posiez la question, mais on a le droit de donner son avis. Non, on a le droit de mettre un bulletin dans une urne et ensuite, si on n'est pas d'accord et que le gouvernement n'a pas de majorité, comme actuellement, eh ben ils font quand même passer les lois à coup de 49.3, à coup d'article 44, à coup d'article 47, et on n'a pas notre mot à dire. Donc on nous laisse cette espèce de porte de sortie Enfin, c'est très psychologique. On vous dit, vous avez une échappatoire, c'est tous les 5 ans qu'on vous mettez un bulletin dans l'urne. Mais en fait, on n'a jamais d'échappatoire. C'est-à-dire que tous les 5 ans, on vote pour quelqu'un qui va faire ce qu'il veut et qui n'a aucune obligation et qu'on ne pourra pas poursuivre et qu'on ne pourra pas virer. Et quand on essaye de le faire démocratiquement, en allant dans les rues, c'est légal. En manifestant, c'est légal. En essayant de faire remonter des revendications, c'est légal. Et ben, qu'est-ce qui est utilisé en face de nous? Des armes de guerre, le LBD 40, des gaz lacrymogènes, de la matraque, la propagande médiatique en nous faisant passer pour des terroristes, pour nous, pas presque, au final, puisque on utiliserait soi-disant la terreur dans les rues pour faire peur aux gens et détruire l'état de droit et les institutions, alors que c'est tout le contraire. Tous les gens qui étaient dans la rue veulent vivre dignement
et veulent que les privilèges d'État et les politiciens véreux soient foutus derrière les barreaux et soient mis à mal. On ne veut plus que des gens puissent faire ce qu'ils veulent de nos vies, en faisant des repas avec du homard, en rinçant tout le monde à la tablée avec des bouteilles de vin à 2000 balles, pendant que, effectivement, comme le disait Jérôme, il y a des gens qui meurent dans nos rues, il y a des enfants qui peuvent pas être soignés, parce qu'on parle de la couverture santé, mais allez voir dans les hôpitaux vraiment ce qui se passe. Tout le monde ne peut pas être soigné, tout est en train d'être déconstruit pour de l'argent. Et ceux qui décident de ça n'ont pas d'obligation et ne risquent pas la prison. Alors, je vous rappelle quand même juste un petit détail. Je suis en procédure pénale contre Emmanuel Macron, contre Christophe Castaner et contre Didier Lallemand pour une arrestation qui a eu lieu avec Jérôme Rodriguez le 14 juillet 2019. 14 juillet 2019. Oui, 2019. Il en parle voilà, dans son livre. Et cette instruction est en cours puisque j'ai été reçu par une juge d'instruction et normalement Didier Lallemand devrait être écouté si cette juge d'instruction fait vraiment le travail qu'elle doit faire, c'est-à-dire être neutre et faire la justice, et ben elle doit mettre ça en place. Et j'aimerais que tous les citoyens français, quand ils sont victimes de violation de leurs droits, déposent plainte contre l'État. Ce serait déjà une bonne chose. Mais on suivra en tout cas ça c'est important de savoir ce qui va se passer. Juste un mot quand même, l'article 3 de la Constitution, puisque Maxime Nicole parlait de la Constitution et effectivement du vote, et je vous adresse à vous. Il y a quand même l'article 3, c'est le peuple souverain, par le biais de ses représentants et par la voie du référendum. Et c'est ce que j'allais dire, et par la voie du référendum. C'est intéressant, personne ne parle plus du référendum. Vous en avez parlé. Nous, on a fait que ça, on l'a demandé, Ulrich, en toute matière. Et effectivement. Je vais vous expliquer pourquoi l'article 3 est intéressant. C'est effectivement, il parle de référendum. Et en France, nous avons deux types de référendum. Le référendum d'initiative partagée à l'initiative des parlementaires est suivi, donc c'est un tiers des parlementaires qui doivent lancer cette procédure comment... Oui, les procédures. la procédure. Et ça doit être suivi par 10% de la population votante, référendum qui n'a jamais été mis en place. Et le deuxième référendum, c'est le référendum d'initiative présidentielle. Et les deux types de référendum sont consultatifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne déterminent pas l'action du gouvernement. J'ai un exemple très concret. Référendum présidentiel sur l'entrée dans l'Union européenne. Les Français disent majoritairement non. Le président prend la décision qu'on entre 2005. Et pourquoi? Parce que l'article 3 ne précise pas que les référendums déterminent l'action du gouvernement. Ils ne sont pas exécutoires, c'est ça. Ils déterminent pas l'action du gouvernement, ils ne sont pas exécutoires, donc ils sont juste consultatifs. Donc même si on faisait des référendums en France, à l'heure actuelle, ils seraient juste consultatifs. Maxime, juste je vais demander à Jérôme. Jérôme, vous avez beaucoup demandé, en tout cas les Gilets jaunes, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Ça a été très vu, très demandé dans les cortèges, etc. C'était quoi alors ce référendum que vous demandiez? Il s'agissait de quoi? Est-ce qu'il pouvait être exécutoire? Qu'est-ce que c'est le RIC? Faut le rappeler. Le RIC, c'est une question qui est très précise. Il y a beaucoup de choses à dire. Maxime en parle beaucoup mieux que moi. Moi, si tu veux, dans le RIC, je me retrouve sur quelque chose où on fait participer le peuple, on fait participer le citoyen à des décisions qui peuvent être importantes et qui vont pour leur vie personnelle. Tu sais, dernièrement, on nous parlait de la fin de vie, l'euthanasie en cas de souffrance, tu vois. Ça, c'est quand même quelque chose qui résulte de notre vie. On a une seule certitude, on va crever. Bien sûr. D'accord? Ou du moins, on va vieillir, on va souffrir. Ok? Donc, à un moment donné, c'est le genre de question qu'on devrait poser au peuple. Est-ce que vous êtes oui ou non pour ce genre de choses? Parce qu'on est dire après voter des trucs, je sais pas moi, le budget non, tu vois. Mais moi, dans ma conception de cette démocratie essentielle, tu vois, moi je sais qu'il y a plusieurs RIC différents. Moi je les appelle les RICiens et les RICiens ont du mal à s'entendre. Il y a le RIC révocatoire, il y a le RIC d'initiative partagée, t'as le RIC citoyen. Enfin, t'as plusieurs RIC différents. Faut déjà que les gens se mettent un petit peu d'accord. Mais tu vois, moi par exemple cette fonction de révocation de nos élus quand ils font pas le boulot, comme toi t'es révoqué si tu fais mal ton taf. Parce que c'est inhérent à chaque citoyen en France travailleur que s'il fait pas le boulot, il est responsable des conneries qu'il va faire et il sera dégagé. Pourquoi on ne fait pas pareil avec ces hommes politiques? Fauzi, le louche. Oui, évidemment. Qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Tout le monde a compris dans le sens de l'ensemble des téléspectateurs ou de ceux qui écoutent cette radio. Ils ont compris qu'ils veulent participer aux décisions qui seront prises pour eux parce que c'est leur quotidien, parce que ça les concerne, parce qu'ils ont besoin d'être impliqués dans les décisions qui seront prises, parce que c'est leur avenir, c'est ceux de leurs enfants et c'est notre vie au quotidien. On en a marre d'avoir des gens qui prennent des décisions inadaptées pour notre quotidien. Stop. Voilà. Et la seule
façon, c'est le RIC, c'est de demander à la population ce qu'elle veut. Et le peuple, eh ben dans la Constitution, il dit c'est lui qui a tous les pouvoirs. C'est le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Exactement. En principe. On se retrouve comme la police protège les citoyens et non pas protège les institutions. Voilà, on se retrouve tout de suite après cette petite pause. Merci. La culture dans tous ses états. André Berkoff. Gilet jaune, moi gilet jaune, demain les gilets jaunes, faut danser petit. Gilet jaune, moi gilet jaune, demain les gilets jaunes. Ouais, gilet jaune, c'est pas mal. Ça me rappelle vous les femmes, et c'est le côté Julio Iglesias. Et je voudrais montrer un livre formidable, très beau livre illustré. Gilet jaune de Fabrice Balossini, avec des témoignages de personnes qui sont avec nous, donc Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, Priscilla Ludowski, bien sûr, qui a été celle qui a fait le premier manifeste des Gilets jaunes. En tout cas, un très beau livre, vraiment à lire. Un beau cadeau de Noël, d'ailleurs, pour ceux qui en veulent, à parler avec le livre de Vincent Nouzy aussi, qui est assez remarquable. En fait, il faudrait des heures pour raconter tout cela. Mais ce que disait Maxime Nicole, il disait, mais moi je rencontre beaucoup de gens qui disent, mais quand est-ce qu'on revient dans la rue? Oui. Et en même temps, c'est pour ça que je voulais aussi vous interroger, on a l'impression aussi qu'aujourd'hui, Dieu sait s'il se passe des choses, hein. Je parle même pas de ce qui se passe à l'étranger, du Proche-Orient, de Russie-Ukraine, etc. Mais sur le réchauffement climatique, sur le pouvoir d'achat, sur le 49.3, on en a déjà parlé, même sur le prix de l'essence, hein. Ça va, ça monte, c'est bien. Et sur tout le reste, on a l'impression aujourd'hui, mais encore une fois, demain, personne ne sait ce que demain, que les gens acceptent, que les gens sont peu résignés, pas parce qu'ils acceptent tout, mais qu'ils en ont marre. Il y a eu effectivement le Covid, ne l'oublions pas, le confinement, l'auto-attestation, le masque, les gestes. Est-ce que on a aujourd'hui une génération, je ne dirais pas de passif, mais je dirais un peu de résigné, plus ou moins cyniquement, en disant, écoutez, c'est très gentil tout ça, mais on peut rien faire? Résigné, peut-être pas, parce que les gens ont des obligations, ils sont obligés de se battre tous les jours au quotidien pour pas perdre le peu qu'ils ont. Donc ils finissent par courber les chines et puis accepter les conditions dans lesquelles ils se retrouvent. Et puis ce qu'on voit sur les médias mainstream, je dirais, c'est le chaos ailleurs. On finit par se satisfaire de la mauvaise condition dans laquelle on vit au quotidien et d'accepter l'inacceptable. Alors que on est juste en train de produire pour des gens qui nous gouvernent et qui abusent, je dirais, de notre force, de notre énergie, de notre sueur à des fins personnelles. Et puis là, pendant ce temps-là, les gens ont le sentiment de se dire au moins je suis en sécurité, je prends pas des bombes sur la tronche, ma famille risque rien, au moins je vais pas mourir, même si ça me coûte très cher. Moi je vous le dis, si vous voulez améliorer votre ordinaire, améliorer votre quotidien, améliorer le futur pour vous et vos enfants, tout ce que vous avez construit et pas le perdre, parce qu'on perd au quotidien tous nos acquis sociaux, tous nos acquis tout court, il faut vous battre. Et il faut le dire, il faut relever la tête et il faut être digne et il faut y aller tous ensemble et sans regarder la couleur de peau d'à côté, la couleur politique qu'il a l'autre. Non, on vit la même misère tous, à part une élite qui profite sur nous, qui a servi une partie de la population et qui la contrôle par une sémantique, par des faux problèmes qui résout jamais rien. Et les seuls moments où on résout les problèmes, c'est quand on s'en occupe nous. Jérôme Rodriguez. C'est vrai. Alors moi, on me dit pas. On me dit souvent, vous êtes où les gilets jaunes? Comme si on manquait aujourd'hui, comme si cette parole libérée des différents problèmes qu'on a mis en avant. Moi, je traduirais ça par une certaine forme de déresponsabilisation aujourd'hui en France. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Français sont déresponsabilisés, l'ont été déresponsabilisés au niveau de la politique. Certains ont pris leur destinée à défaut que eux s'occupent de leur propre destin. Déresponsabilisés parce qu'on va laisser les autres faire, pas déresponsabilisés parce qu'on va attendre le chèque énergie qui va arriver. Donc, au pire, voilà, ça va arriver, je vais tenir le choc. Il faut que les gens reprennent leurs responsabilités parce que les autres, sinon, vont s'occuper de votre responsabilité. C'est ça le problème. Ouais. Et quand les gens te disent, et si je fais un parallèle, une comparaison donne pas raison, aux résistants de la Seconde Guerre mondiale qui ne représentaient que 2 à 5% de la population totale.
On sent une certaine... On va laisser faire les autres. Bon, il y a Rodriguez qui est sur le charbon, ça va. Moi, je peux être pépère à la maison à me faire mes pâtes. Il est accompagné. Vous voyez ce que je veux dire? Non, stop. Vous êtes aussi concernés. Bougez-vous. Et ne faites pas ne me faites pas de différence entre les uns et les autres, parce que tu vois, des fois, on essaye de confronter la banlieue des grandes villes et les campagnes. La seule différence qui existe entre la banlieue et les campagnes, c'est que la banlieue a un peu plus de chance parce qu'ils ont les transports en commun et que si t'as un travail, au moins tu peux aller travailler. Si t'as pas de bagnole, en province, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de loisirs, tu ne fais pas tes courses. C'est peut-être la seule différence. Mais la misère, elle est la même. On est payé à 1002. On n'arrive pas à subvenir à notre fin de mois alors qu'on est en train de nous parler de fin du monde, alors que les gilets jaunes sont concernés par la fin du monde. On a des mômes qui nous apprennent où mettre à la poubelle aujourd'hui, la bleue, la rouge, la verte. Donc on est concerné. On est concerné par la fin du monde. On est quand même impressionné au mois de novembre de voir que les feuilles ne sont pas tombées des arbres. Il y a des choses qui nous interpellent. Mais je suis désolé, aujourd'hui, pour que les gens réfléchissent bien, qu'est-ce que disait ta mère à l'époque? Prends un bon petit déjeuner, sinon à 11h, tu vas bâiller, tu n'écouteras plus la prof. Aujourd'hui, les gens ont faim, donc ils n'ont pas la capacité d'écouter et de réfléchir. Mais on est en partie responsable de ce qui nous arrive, parce qu'on a délégué le pouvoir à des gens qui ne le méritaient pas. Ils s'occupent de nous. Je crois qu'on a tourné la tête. Complètement responsable. Maxime Nicole, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre par rapport à cette résignation apparente, ou cette passivité, ou cette déresponsabilisation dont parlait Jérôme? La déresponsabilisation, si vous voulez contrôler les gens, il suffit de les abrutir. Donc vous mettez les ch'tis à la télévision, vous foutez des réseaux sociaux comme TikTok avec des conneries qui passent toute la journée devant les yeux des enfants, et vous en faites des adultes qui se posent pas de questions. Et c'est ce qui se passe depuis la création des réseaux sociaux. Moi j'ai pareil une phrase par rapport à ça à dire à tout le monde. Tous ceux qui, par peur, voudront de la sécurité en supprimant certaines de leurs libertés, finiront par perdre les deux et n'en méritent aucune des deux. C'est une phrase de Franklin Roosevelt, cher Maxime. Exactement, c'est une phrase de Franklin Roosevelt. Et dites-vous bien cette chose-là, c'est comme devant un juge. Tout ce que vous pourrez dire pourra et sera retenu contre vous. Et dans la vie, tout ce que vous accepterez de perdre comme liberté, et tout ce que vous accepterez de perdre comme liberté pour une soi-disant sécurité, pourra un jour être retenu contre vous, dans le sens où vous disiez pourquoi les gens vont pas dans la rue. Parce que là, combien de dizaines de millions d'euros de commandes de gaz lacrymogène et de grenades lacrymogènes a fait Macron là actuellement? Plusieurs dizaines de millions d'euros. Qu'est-ce qu'il a commandé? Des blindés qui sont utilisés, les mêmes blindés qui sont utilisés en République Centrafrique contre les émeutes, il en a commandé 90. Ils s'appellent les Centaures, pour ceux qui veulent se renseigner. C'est des véhicules blindés qui font plusieurs tonnes et qui sont là pour gérer des émeutes. Donc, effectivement, le gouvernement s'attend à une colère populaire légitime qui de toute façon délégitimera via les médias. Mais il faut bien, comprenez bien une chose, à tous ceux qui entendront ce message. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et puis je sais que c'est toutes les classes socio-professionnelles qui sont concernées, même si on a des désaccords sur tout un tas de choses, et on sera jamais d'accord sur tout, c'est pas le problème. Ce qui se passe au niveau international, au niveau économique, au niveau de la gestion des ressources, au niveau va avoir des impacts sur nos vies beaucoup plus importants que ce que certains peuvent l'imaginer. On le voit déjà sur les 5 dernières années, tout ce qui a changé. Prenez la vie d'il y a 5 ans, prenez la vie d'aujourd'hui et imaginez-vous un jour dans votre salon, avec votre café du matin, vous dire en 5 ans mon pays va changer comme ça. On vous aurait pris pour un fou. Et pourtant c'est le cas. Les choses peuvent évoluer. Ça va très très vite aujourd'hui. Et nous les fous d'hier et les intelligents d'aujourd'hui. Pardon? Nous étions les fous d'hier, nous sommes les intelligents d'aujourd'hui. Vous êtes les fous d'hier et les lucides d'aujourd'hui. Non, mais le vrai problème, c'est vrai, je ne sais pas si on peut adapter aussi, vous avez cité effectivement la phrase de Franklin Roosevelt, on peut aussi de dire, en paraphrasant Winston Churchill, vous avez choisi la passivité pour éviter la guerre, vous aurez la passivité et la guerre. Et oui. Et ça peut être ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci Fawzi Lelouch. Merci Jérôme Rodriguez. Merci Maxime Nicole. Encore une fois, je dirais que les Gilets jaunes, c'est une idée, c'était une force qui va, c'est une idée qui va encore plus loin. Tout le monde peut se l'approprier. Absolument.